Bienvenue sur l'Espace Proud. Aujourd'hui, je suis avec Mélodie Conta-Bonin, naturopathe, une femme de projet avec bon nombre de projets entrepreneuriales aussi. Tu es la fondatrice de MCB Nutri-Santé, copropriétaire aussi de l'Institut AAT, copropriétaire aussi de NIH Supplément, puis un paquet d'autres aussi projets que tu as en ligne de compte. T'es maman aussi. Fait que c'est un gros projet qu'on parlait un peu avant de commencer l'enregistrement. Fait que tu es une sommité aussi dans le bien-être pour la femme au Québec. Fait que bienvenue, Mélo, sur le podcast. Fait que je suis très contente de te recevoir. On dirait que quand j'ai fait la planification d'entrevue, il y a tellement de choses qu'on pouvait toucher, que ce soit la digestion, l'entraînement pour la femme, le bien-être, le stress. Il y avait tellement de choses. Fait qu'on va essayer d'y aller vraiment plus de façon générale dans le bien-être pour la femme. Dans un premier temps, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours aussi. Qu'est-ce qui t'a amené justement vers un peu le bien-être de la femme? C'est dur, hein? C'est dur de dire que je vais commencer par où, là, mais pour faire une longue histoire courte, si je peux me permettre. À prime abord, je suis criminologue de formation, donc je travaillais dans la relation d'aide déjà. Je me rendais compte que je pouvais pas vraiment aider ou créer un changement à la hauteur de ce que j'avais envie de changer. Donc là, je me suis mis à peaufiner mes recherches, mes études, etc., dans tout ce qui était le bien-être en général. Donc les hommes, les femmes, la santé, la naturopathie. J'ai passé plusieurs années au travers de ça. Et là où j'ai eu un petit dada pour tout ce qui est féminin, c'est premièrement, étant une femme, on connaît nos petits bobos, si je peux dire, les petits challenges qu'on peut vivre dans notre quotidien, les petits défis qu'on a qui sont propres à chacun des sexes, si je peux me permettre, là, au sens où il y a des responsabilités qu'on s'associe peut-être un peu des fois. J'ai vu des difficultés au niveau hormonal qu'on développait malheureusement de plus en plus au fil des années dans notre société qui est de plus en plus stressante. Et là, j'ai eu un intérêt vraiment prenant pour ça, ayant une clientèle qui était féminine, voyant des problématiques, voyant de la difficulté au niveau de la fertilité, de la difficulté au niveau de la perte de poids, de la gestion de stress, d'énergie. Bon, bref, c'était vraiment beaucoup ciblé à tout ce qui était féminin. J'avais une grande clientèle féminine. Puis là, au fil des années, j'ai comme trop été omnibulée par ça. Puis j'ai vraiment focusé mes études, mes recherches, ma clientèle sur tout ce qui était aider les femmes. Mm-hmm. Ton côté, justement, tu as vécu aussi beaucoup de choses dans ton parcours personnel, que ce soit en lien avec le bien-être, la relation avec l'image de soi, l'entraînement aussi. De où ça partit un peu cette espèce de piqûre-là envers justement le bien-être de façon générale? De mon parcours, je pense, comme tu l'as nommé. Je viens d'un parcours personnel un peu olé au niveau de l'alimentation. À partir de 14-15 ans, j'ai fait face à des troubles alimentaires qui m'ont suivi pendant plusieurs années. Donc, l'anorexie, après ça a été la boulimie, après ça a changé pour la bigorexie. Donc, rapidement, les gens qui ne connaissent pas la bigorexie, c'est la maladie qui est rattachée beaucoup au fitness ou au paraître, si je peux dire, là. Donc, je m'entraînais en vue d'avoir le plus beau physique, le plus beau corps possible. Je mangeais. Tout était en fonction d'avoir le plus beau corps, comme je dis, souvent rattaché au sport du fitness. Puis, je pense que c'est ça qui m'a vraiment amené à voir le danger ou à voir les défis qu'on pouvait vivre dans notre quotidien parce que je l'ai vécu, parce que je le vis encore, honnêtement, là, les gens qui ont des troubles alimentaires, on s'en débarrasse pas. Puis je pense que c'est important de le nommer parce que des fois, on a l'impression, avec les réseaux sociaux, avec ce qu'on peut voir, que c'est donc bien merveilleux, mais un trouble alimentaire, c'est en toi, ça reste en toi, tu apprends à travailler avec, tu n'as plus besoin d'être trop dans l'intensité par rapport à ça. Tu sais le laisser aller, tu sais le mettre de côté, mais c'est quand même dans ma tête. Si je vis des moments stressants, si je vis des moments difficiles, pour moi, c'est important d'être vrai avec les gens puis de nommer que oui, moi aussi, ça va me donner encore envie d'arrêter de manger. Je vais encore avoir un regard négatif par rapport à ce que j'ai l'air. Donc oui, ça fait partie de ma vie, mais maintenant, c'est quand je vis des gros stresseurs, des moments qui sont difficiles, que ça fait surface. Mais je me suis rendu compte, parce que je l'ai vécu, à quel point il y avait beaucoup de femmes qui vivaient avec ce regard là envers elle-même, ce petit travail à faire sur l'estime de soi-même, sur la confiance en soi, sur le rapport avec l'alimentation, sur le rapport avec soi-même, avec les autres. Bon, il y avait un large éventail de choses qu'on était capable d'optimiser pour juste se sentir bien, sentir en équilibre et être fier de qui on est en général, tu sais. Mm-hmm. De façon générale, je pense que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, autant sur les réseaux sociaux que dans ta pratique. Puis moi, j'ai suivi beaucoup de formations aussi en ta compagnie avec toi, dans le sens. Puis qu'il y a l'aspect aussi beaucoup psychologique parce que oui, l'entraînement, ça reste tu vas au gym, tu t'entraînes, l'alimentation, ça reste des aliments que tu manges, mais je pense que tu apportes une belle clarté quant à l'impact de la
de l'état d'âme, un peu de la psychologie, de la santé mentale sur le bien-être de la femme, parce que oui, c'est bien beau, justement, le volet perte de poids, transformation physique, mais si en bout de ligne, on se sent pas bien, ultimement, est-ce qu'on a réellement atteint notre objectif? C'est un peu ça la question à se poser. Tu te sentiras pas bien au final, de toute façon. L'alimentation, j'y accorde une très grande importance, là. Je suis quand même un naturopathe, puis je trouve que c'est important, l'alimentation, je trouve que c'est important de bouger puis de se sentir bien, mais c'est quand même dans mes dernières priorités dans l'échelle de priorité pour se sentir bien en général. Ça va être la santé générale, l'aspect psychologique, te sentir bien avec toi-même, t'assurer d'avoir un bon sommeil, on pourra l'aborder, mais c'est toutes des choses que je vois en premier lieu avant de me dire on change ton alimentation, on change ton programme d'entraînement. Puis je pense que les gens ne voient peut-être pas toujours du bon sens, où là, ils essaient d'avoir la diète miracle, le programme d'entraînement qui va faire suer à côté, parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont se sentir mieux, sentir bien, sentir belle, peu importe c'est quoi l'objectif, quand au final, t'as pas pris le temps de travailler ta fondation, t'as pas pris le temps de t'occuper de toi-même, fait que tu vas juste constamment recommencer la même roue encore et encore, et là, ben, c'est pas ça qu'on veut, tu sais, on veut pas faire l'effet yo-yo, si je peux dire, on peut pas recommencer encore notre roue tout le restant de nos jours sur comment on va faire pour se sentir bien pendant 2 semaines, on va recommencer après, il faut être capable de travailler la fondation une bonne fois pour toutes pour être capable de continuer puis se sentir bien avec nous-mêmes. Puis ça, mais ça passe immanquablement par l'aspect psychologique puis comment tu te sens avec toi-même. 100%. Pour pouvoir y revenir justement à la pyramide, ça faisait partie des thématiques que je voulais qu'on aborde ensemble. Ceci étant dit, pour venir un peu plus à ton parcours plus personnel, à ton avis, qu'est-ce qui t'a, au cours de ton cheminement, qu'est-ce qui t'a réellement aidé à justement, aller vers le plus positif? On s'entend, comme tu mentionnais, c'est quelque chose qui fait encore partie un peu de ta vie momentanément, sporadiquement, selon la charge mentale, le stress. Qu'est-ce qui t'a aidé justement à aller mieux que ce que tu étais? Ça s'est fait en plusieurs volets. Ça serait un mensonge de dire je me suis levée un matin puis tout a changé. Ça s'est pas passé comme ça. D'un, j'ai vécu plusieurs rechutes. Je pense que c'est important de vivre des rechutes pour enfin se sentir mieux après. Donc ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Les gens veulent s'en sortir, veulent aller mieux, veulent travailler tel aspect. Mais sans rechute, tu vas recommencer anyways. Fait que, tu sais, quand on accepte la rechute puis on s'y fait, puis on est comme, c'est bon, ça fait partie de mon parcours, ça va me permettre d'avancer. Bon, moi, c'est ce que j'ai compris. J'ai compris que plus que je fais, pas plus que je faisais de rechutes, mais quand je faisais des rechutes, par rapport à être plus ancrée dans mon trouble alimentaire, à vivre ça plus difficilement, il y a quelques années quand même, là, mais ça me permettait d'avancer puis de développer un nouveau mindset. Après ça, il y a eu le volet naturopathique. Donc, à force d'étudier, de former des gens via AAT un peu plus loin dans les années, si je peux dire, là, former les gens, aller me former aux États-Unis, aller chercher un bagage de connaissances, j'ai pu voir à quel point l'aspect mental était important, que c'était normal, que les gens le vivaient, que ça faisait partie du quotidien, etc., etc. Donc ça aussi, ça m'a permis de grandir. Là où ça a été le plus grand détournant, c'est quand je suis tombée enceinte. D'un, on change physiquement quand on tombe enceinte, je pourrais pas dire le contraire. Puis ça, je l'acceptais totalement. Donc déjà, je voyais que, OK, j'ai un bon rapport avec moi-même, je suis capable de changer mon corps, je savais que j'allais donner la vie, mais j'avais quand même quelques appréhensions au sens où j'avais un peu peur de me sentir mal avec moi-même, tu sais. Je veux pas, je viens d'une fille de trouble alimentaire, j'ai été anorexique, je cherchais à être toujours la plus mince possible, puis là, je le sais que je suis enceinte, donc mon corps va changer dans l'autre sens. Fait que ça me stressait. Mais le déclencheur, ça a été, c'est pas vrai que je vais enseigner ça à mes enfants. Que je vais enseigner à avoir une crainte par rapport à ce qu'ils doivent manger, ou avoir une crainte, ou qu'ils voient maman toujours en train d'essayer de calculer ses affaires, puis bouger plus, puis avoir des rechutes, puis là, non, mais je veux pas manger, je suis pas bien avec moi-même, puis oh non, mais pas tant de resto, puis pas ci, pas ça. Je voulais pas ça. Fait que ça a été, même si ça allait vraiment mieux, même si j'avais un bel équilibre, quand je suis tombée enceinte, il y a bientôt 5 ans, ça a été mon plus grand moment où j'ai lâché prise, je me suis dit, garde, la vie, c'est la vie, on fait ce qu'on peut, on mange le mieux possible, on prend soin de soi, on s'occupe de soi-même, mais advienne que pourra, tu sais, on arrête de se mettre cette pression-là, ça sert à rien, puis c'est pas ce que je veux leur enseigner, ça doit changer maintenant si je veux pas le faire, tu sais. Mm-hmm. Puis à partir de ce moment-là, comment que ça a été justement ton processus? Parce que j'imagine que ça n'a pas été quelque chose de super linéaire, dans le sens qu'une fois que tu as pris cette prise de conscience-là, ça a été quoi un peu les fluctuations dans ce mes fluctuations, sans dire que j'en ai pas eu depuis 5 ans, là, mais je pense qu'ils se sont passés, mes troubles alimentaires ont commencé à 14 ans, là, j'ai 34 ans. Fait que ça fait comme... Il y a eu 15 ans de fluctuation. Fait que ça fait partie de la vie, puis je dis pas que c'est 15 ans pour tout le monde. J'ai des années qui allaient bien, tu sais. C'est juste qu'il y a des moments où ça a été plus difficile, où là, j'ai eu des petites fluctuations, comme tu le dis. Fait que non, c'est pas linéaire. Est-ce que c'est linéaire pour quelqu'un? Je pense que non. Est-ce qu'il y a quelque chose de linéaire dans n'importe quoi? Je pense que non plus. Fait que, tu sais, ça, c'est des choses que je pense qui sont importantes d'essayer de comprendre, qu'il y a rien, au final, de linéaire, qu'on soit dans
dans nos résultats à nous personnels au niveau de nos objectifs, qu'on soit au travail, qu'on soit dans notre vie, dans notre quotidien, peu importe, ça va toujours se promener comme ça. Quand on accepte ça, déjà là, on a un grand bout de chemin de fait. Justement, j'ai fait une publication là-dessus aujourd'hui, un matin, en disant que c'est comme il y a des périodes de soleil puis il y a des périodes de nuages. Je peux dire ça comme ça, j'explique comme ça à mon garçon. Là. Fait que il y a des périodes où ça va bien puis tout est beau. Il y a des beaux soleils dans la journée, mais il y a aussi des nuages dans la journée puis ça fait partie de la vie. Puis après le nuage, il y a toujours le beau temps puis c'est important de le comprendre. Mais c'est toujours comme ça dans nos situations de vie. Fait que dans la mesure où tu l'acceptes, 90% de ton travail est fait. Tu le sais que ça va être provisoire, ça va passer, c'est correct. Tu as un lâcher-prise, tu as moins de stress par rapport à ça, ça t'affecte moins, donc tu reprends vite le dessus. Si tu capotes parce qu'il y a des moments difficiles, il y a une rechute où c'est pas linéaire, c'est là où ça va te prendre du temps avant de revenir là, sur la ligne droite que tu as envie d'être. Tu sais. Mm-hmm. Je pense que c'est un peu le principe de travailler avec son corps, de travailler avec la vie au lieu de contre la vie. Là. Ça a l'air super spirituel, mon histoire. Oui, mais c'est vrai que c'est ça. Mais juste dans l'intention, des fois, il y a juste dans la perception des femmes qui veulent rentrer dans ce processus de remise en forme, on leur dit qu'ils travaillent avec ton corps. Mais ils ont tellement été habitués dans les dernières années à être, là, il faut que je fasse un régime. Tu sais, un peu contre ton corps tout le temps, mais d'échanger un peu cette perception-là. Puis je pense que tu peux le faire dans n'importe quelle sphère. Tu sais, même chose, tu parles au travail avec les enfants. Il y a des périodes qui vont être plus difficiles, il y en a d'autres qui vont être plus faciles. C'est juste de t'adapter, tu sais, d'avoir une bonne capacité d'adaptation au travers de tout ça. Puis pour toi, comment ça représente un peu le lien entre justement le volet santé mentale puis le bien-être? On a effleuré un peu le sujet, mais comment que tu perçois ça un peu? C'est quoi l'importance? Ta question, chez la femme en général. L'aspect psychologique, j'ai un slogan, encore une fois, depuis quelques années que j'utilise, c'est « Quand la tête va, tout va ». Pour moi, si ta santé mentale, puis là, tu sais, je veux pas rentrer dans la profondeur de la psychologie de la santé mentale, mais si ta santé mentale ne va pas bien, si tu te sens pas bien avec toi-même, puis que ce soit d'ordre de vie personnelle ou que ce soit comment tu te sens dans toi, ton estime, ta confiance, tes relations, ton couple, ton travail, aspire pas à aller bien en général, tu sais. Faut que ta tête aille bien pour que le reste puisse suivre puis que ça aille bien après pour obtenir des résultats, peu importe tes objectifs, qu'on parle d'ordre physique ou n'importe quoi. On a comme deux cerveaux, hein. Fait que si notre tête, le système digestif et notre tête. Fait que si notre tête n'est pas alignée, ça va pas bien au niveau psychologique, si on a des choses à aller travailler pour optimiser, nécessairement ton corps en général n'ira pas bien. Ça serait comme complètement impossible de s'attendre à avoir une belle fonctionnalité au niveau de ton corps humain, avoir des atteintes de résultats, avoir une digestion sur la coche quand ça va pas bien au niveau psychologique. Fait que, tu sais, la première chose à travailler pour moi, quand c'est quelque chose à aller optimiser, c'est comment tu te sens avec toi-même. C'est prioritaire pour être capable de réussir à atteindre tes objectifs sur le long terme. Tu sais, je le répète, des petits régimes ici et là, à gauche, à droite, il y en a qui vont avoir des résultats. Puis il y en a qui écouteraient ça, peut-être le podcast, puis qui se diraient « Ouais, mais moi, j'ai fait le régime 20 jours de telle affaire, puis ça a fonctionné. » Oui, mais il se passe quoi 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, 3 mois plus tard? C'est ça qu'il faut prendre en considération. 100%. Une phrase que j'aime bien dire, c'est si tu ne te vois pas maintenir le mode de vie que tu as actuellement dans 5 à 10 ans, ça ne sert à rien de le faire maintenant. Tu sais, effectivement, que je pense que... Mais je pense que ça s'en vient tranquillement pas vite, tu sais, que les régimes, les gens prennent un petit peu plus conscience que, tu sais, ça a beaucoup d'impact au niveau de la santé, autant physique que mentale, justement, l'image de soi et tout. Mais je pense que, justement, c'est de plus en plus prôné que, justement, ça fonctionne dans le sens que tu vas le perdre, le poids que tu veux perdre. Mais est-ce que ça va être maintenable sur le long terme? Puis ton indice de bien-être sur, mettons, 5 ans, est-ce qu'il va avoir augmenté ou diminué? C'est plus là, je pense que, justement, il y a une espèce de distorsion entre le plaisir momentané puis le long terme. Puis on peut parler un peu de la pyramide, justement, parce que là, on a parlé un peu de santé mentale. OK, là, si ça va pas bien, justement, tu sais, c'est plus difficile d'avoir des résultats, peu importe c'est quoi les résultats auxquels tu t'attends. Peux-tu nous parler un peu de ta pyramide? Je trouve ça vraiment intéressant. OK, je commence par une fondation, comme j'ai dit. Pour moi, c'est important d'avoir une fondation qui est solide. Fait que c'est les premières choses que je vais travailler avec mes clients, les premières choses que je vais enseigner, qu'on va démontrer avec AAT ou avec NIH, c'est vraiment de prendre soin de ta santé générale. Donc, c'est l'étape numéro 1. Tu dois aller bien pour être capable d'aller poursuivre tes objectifs. Fait qu'on regarde la santé générale, l'aspect psychologique est là-dedans, puis on travaille tout le tralala là-dessus. Après ça, on va y aller au niveau du système digestif, qui, oui, fait partie de la santé générale, mais la digestion, c'est une lacune, surtout chez les femmes, c'est une lacune assez intéressante, si je peux dire, au niveau de la santé générale des hommes et des femmes. Mais de la femme, on va avoir beaucoup de constipation, des reflux, des brûlements, des ballonnements. Donc, les femmes, souvent, ne se sentent pas au top au niveau digestif. Quand arrivent les cycles hormonaux, donc l'ovulation, les SPM, les règles, bon, il va y avoir d'autres problématiques au niveau du système digestif qui vont s'en suivre. Donc, on a besoin d'avoir un bon système digestif pour aller réussir nos objectifs. Après ça, ça va être l'aspect gestion de stress. Mais ça dépend de l'ordre, mais la gestion de stress et sommeil aussi qu'on va aller travailler. Puis ensuite,
Là, l'alimentation, la façon de bouger, je veux pas dire programme d'entraînement, là, ça dépend de tous et chacun pour moi, là, mais on va aller bouger. Fait que là, après ça, on va aller jouer le volet alimentaire, puis on va aller jouer sur le volet de l'entraînement et de l'activité physique. Est-ce que ça veut dire qu'on touche pas à l'alimentation parce que, oh mon Dieu, c'est pas dans la pyramide puis c'est pas dans l'ordre? Non. Pour aller optimiser une gestion de stress, un bon sommeil, une digestion, on aura parfois besoin d'aller faire des petits changements au niveau alimentaire, mais pas besoin de gros plans alimentaires pour être capable de se sentir mieux en général, ni même, à mon avis, pour aller obtenir des résultats point à la ligne. 100%. Puis de ton côté, veux-tu nous expliquer un peu la raison? Parce que là, je vois les femmes qui nous écoutent qui sont comme, OK, mais qu'est-ce qui fait que, justement, la digestion puis la gestion de stress puis le sommeil, justement, c'est des priorités quand on débute? Il y a une étude de Chicago qui dit, puis il y a plein d'autres choses qu'on pourrait aborder aussi, mais qui dit que si ton sommeil est inefficace, tu vas aller nuire, mettons qu'on parle de perte de poids, là, tu vas aller nuire de jusqu'à 55% à l'atteinte de tes objectifs par rapport à la perte de poids. Si tu dors pas bien, si tu récupères pas, tu vas stresser ton corps. Donc, le stress et le sommeil, souvent, moi, je les mets ensemble là, parce que si tu dors pas bien, tu es stressé. Si tu es stressé, souvent, tu dors pas bien. Donc, ça va comme ensemble. Puis si tu es stressé, ton corps va créer une barrière par rapport à l'atteinte des objectifs. Tu vas avoir de la rétention d'eau, des fois une prise de gras, si je rends ça le plus simple possible. Bref, ça va devenir difficile par rapport à ta réponse de cortisol, de réussir à optimiser tes résultats de peu importe quel qu'il soit, peu importe comment tu as envie de te sentir, ça va devenir comme, je veux pas dire impossible, mais très difficile à les optimiser. Puis dès que tu vas retourner dans ton pattern de stress et de sommeil qui est inefficace, tu vas revenir à ton état initial si c'est pas pire. Donc, on a besoin d'avoir un bon sommeil puis une belle gestion de stress pour réussir à l'avoir. Sinon, le corps, lui, c'est un mécanisme. Il faut toujours comprendre qu'il va gérer un problème à la fois. Là. S'il est hyper stressé, s'il dort vraiment pas bien, il s'en fout d'aller, par exemple, perdre du gras. C'est pas prioritaire pour lui, là, on met ça de côté. Là. La priorité, c'est faut que je dorme parce que c'est pas viable si je dors plus de continuer ma vie. Puis il faut que ma gestion de stress soit mieux parce que si je suis en mode panique constamment, je peux pas m'attendre à me sentir bien puis pas mourir là. Le corps veut pas être en mode stress à côté pour le restant de ses jours. Donc, il faut vraiment comprendre que ces problématiques-là sont nécessaires. Le système digestif, même principe. Si on retient nos selles, on retient toutes sortes d'affaires, premièrement, mais notre corps, il va créer de l'inflammation. Ça sera pas super optimal. On va retenir nos estrogènes. On va faire une prise de gras beaucoup plus facilement. Fait que même si tu fais des régimes pour essayer de perdre du gras, mais que tu gardes des choses qui vont aller prédisposer à une prise de gras ou de l'inflammation ou de la rétention, tu travailles à contre-courant. Fait que tu as besoin d'aller optimiser ces paramètres-là pour être capable de réussir vraiment après ça à obtenir tes résultats. Là, je parle de perte de gras, mais je le répète, peu importe l'objectif que vous avez en tête. 100%, parce que j'imagine que le fait de ne pas dormir, ça a des impacts sur la perte de gras, mais imagine sur la santé globale, dans le sens que c'est encore pire, justement. Encore pire. Puis rapidement, mettons quelqu'un, parce que moi, c'est une problématique que je vois énormément avec mes clientes, puis j'essaie de leur expliquer, j'essaie fort de leur dire comme, faut que tu dormes, puis souvent, c'est la première chose, surtout des femmes de carrière, des mamans, c'est la première chose un peu qui prend le bord, tu sais, c'est comme facile à couper, là, tu sais, c'est ton petit moment avec ton chum, t'es comme, je vais couper 2 heures de sommeil. Tu sais, scientifiquement, qu'est-ce qui fait que le sommeil, ça a autant un gros impact? Expliqué d'une façon relativement simple. Si je veux rendre ça simple, j'essaie de réfléchir. Tu me poses une question quand même challengeante au niveau de la simplicité, là. Je vais réitérer par rapport à ce que je disais, c'est que tu vas faire une réponse de cortisol. Ton corps va embarquer dans un fight or flight, donc il va être en mode panique-bataille. Fait que si on recule de quelques centaines d'années, quand on était en mode panique-bataille, on n'essayait pas d'optimiser nos résultats, on était au front, en train d'essayer de chasser pour manger ou en train d'essayer de survivre pour quelque chose. On ne veut pas mettre notre corps dans cet état-là parce qu'il y a un blocage total. On a besoin de ça pour être en santé. On a besoin de ça pour réussir nos objectifs. Fait que si on embarque dans un mode de panique comme ça, puis de gestion on est à côté là, dans le stress, on s'en rend même plus compte en passant. Là, le pourquoi peut-être tes clientes sont parfois en train de dire « Oh non, c'est correct, le sommeil, tu sais, je le gère bien », c'est qu'on embarque tellement dans un mode panique, puis je me mets là-dedans moi aussi, là, qu'on s'en rend plus compte, puis pour nous, c'est devenu normal. Mais le corps va répondre négativement à ça sur le long terme. Pas dormir 2-3 nuits et être stressé 2-3 jours, c'est pas grave. Là. C'est quand tu maintiens ça sur le long terme, tu auras des répercussions négatives qui pourront avoir un impact sur tes hormones, sur ta santé générale, sur tes atteintes de résultats, sur ton inflammation, sur ta rétention. Et c'est là où c'est pas très sain, si je peux dire, d'avoir un sommeil qui est inefficace. C'est turbo important de bien dormir, d'avoir une belle gestion de stress et la digestion aussi. Mais si j'avais 2 choix à faire, ce serait sommeil et gestion de stress. Puis en termes de sommeil, tu sais, pour toi, comment que tu qualifies un sommeil de adéquat vs inadéquat? C'est quoi les signes et symptômes? Moi, j'ai goûté parce que mon partenaire Mathieu dans AT, il est un petit peu plus lousse que moi là-dessus. Moi, je suis hyper stricte sur le sommeil, là.
on met ça sur la coche avant de continuer. Mais pour moi, un bon sommeil, c'est un sommeil où, premièrement, tu as un 8 heures de sommeil. C'est un 7 à 9 heures, la réalité. Là. Il y a des femmes et des hommes qui auront besoin de 7 heures, d'autres 9 heures. Mais c'est pas vrai qu'on a besoin de 5 heures puis qu'on est en forme. Ou c'est pas vrai qu'on a besoin de 12 heures pour être bien récupéré. Là, il y a des choses à aller optimiser puis il y a des paramètres à travailler. Donc, un 7 à 9 heures de sommeil. Un endormissement qui se fait très rapidement. Donc, dans les 5 à 10 minutes, une fois qu'on s'est couché, on s'endort. Là, c'est là où on s'entend pas, Mathieu et moi. Pas de réveil la nuit. Lui, il va en permettre un. Pas de réveil la nuit. Moi, c'est comme on se réveille pas de la nuit, on récupère à fond, puis on se lève le matin, on se sent en forme. Pas non plus prête à aller affronter n'importe qui au front. Juste, on est en forme, on a une belle énergie. On ne veut pas avoir trop d'énergie, on ne veut pas avoir pas assez d'énergie. Donc, on se lève, on est prête à affronter notre journée, puis après ça, notre énergie va faire une ascension. Donc, des fois, les gens ont l'impression qu'on doit se lever, hop, la vie, puis après ça, on perd notre énergie au travers de la journée. La réalité, c'est on se lève, on a une belle énergie, puis on va chercher notre pic au niveau énergétique vers l'heure du dîner, puis après ça, progressivement, on va aller perdre notre énergie. On va redescendre pour se rendre au moment d'aller se coucher, là, d'avoir une belle nuit récupératrice. Donc, tu sais, c'est pas nécessaire et on veut surtout pas ça, se lever trop avec un méga high. Pour moi, un bon sommeil, c'est ça. Un sommeil qui est inefficace, c'est quand les paramètres que je viens de dire là sont pas rencontrés. Donc, on s'endort difficilement le soir, on fait d'insomnie, on se réveille plusieurs fois par nuit. Il n'y a pas de « j'ai besoin d'aller uriner, moi, la nuit, parce que j'ai bu avant de me coucher ». Si tout va bien, si on récupère bien, mais ça passe, on a bu 6 litres avant de se coucher, là, on ne devrait pas avoir besoin de se réveiller la nuit. On se lève avec une belle envie d'uriner, mais ça se passe bien, on récupère, et on se lève pas en forme le matin. Ça, c'est un sommeil qui est inefficace. Un de ces paramètres-là qui n'est pas rencontré, on peut aller l'optimiser et on va gagner à aller l'optimiser. Mm-hmm. Puis quand on parle d'optimisation rapidement comme ça, y a-t-il des choses qu'on peut facilement intégrer dans notre quotidien? Bon, avant de changer tout ce qui est supplémentation, tout ce qui est alimentation, je m'assure que toute la routine de vie de la personne que j'ai devant moi, elle est optimale. Donc, ce que j'utilise beaucoup, c'est la routine du soir. La routine du soir, pour moi, est primordiale. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, moi, j'ai pas le temps d'avoir une routine de soir. Mais ça peut être 10 minutes, tu sais. L'important, c'est d'avoir la même séquence de choses journée après journée avant de se coucher, puis après ça, se coucher. Déjà, on va prédisposer à aller à optimiser notre nuit de sommeil. L'environnement dans lequel on est, donc une chambre qui est fraîche, un matelas dans lequel on se sent bien, une chambre qui est complètement opaque, pas d'écran, 45 minutes minimum avant de se coucher. Avant, je disais 1h30. Je me suis rendu compte que c'était pas tant réaliste dans notre société 2023-2024, excuse. Fait que là, je suis plus... 45 minutes un minimum. Si on veut vraiment pas lâcher nos écrans, on s'assure d'avoir une lumière jaune. Donc ça, c'est des choses qui semblent anodines, mais ô combien pertinentes à aller optimiser une nuit de sommeil. Après ça, si on a besoin de plus, là, on entre dans le plus. Premièrement, on s'assure de ne pas manger avant de se coucher. Le système digestif va avoir bien travaillé. Puis ça va être plus facile au niveau de la digestion, de ne pas aller perturber le sommeil. Donc, 1h30, 2 heures avant de se coucher, on arrête de manger. La supplémentation, si on a besoin d'aller l'utiliser. Bref, on travaille un petit peu plus... avancer, un petit peu plus en profondeur si le besoin est là, parce que souvent, honnêtement, une fois qu'on a mis en place la base, une fois qu'on a rappelé aux gens l'importance de la routine du sommeil, par exemple, on a des bons résultats, puis on a du moins une amélioration au niveau de la qualité du sommeil. Mm-hmm. 100%. Puis les écrans, moi, c'est quelque chose que j'ai commencé à intégrer justement en 2023, puis c'est fou au niveau de mon énergie, comment que je vois des changements. Rapidement comme ça, mettons une argumentation, tu sais, quelqu'un qui dit « Ah, moi, j'aime ça écouter justement, tu sais, TikTok » ou peu importe le réseau, justement, avant de se coucher. Tu sais, oui, il y a tout le volet de la dopamine, le volet de la stimulation. Qu'est-ce qui fait concrètement que ça impacte au niveau du sommeil? C'est c'est ton œil, la sécrétion au niveau de la mélatonine. Ton corps, si encore mettre ça facile, là, je ne vais pas rendre les choses compliquées, ton corps va rester en surstimulation, ne sera pas capable de décompresser, de comprendre qu'on est rendu au moment de l'état de calme et de repos. Tu as une lumière bleue dans le visage, excuse-moi, je ne vais pas déranger le micro, tu as une lumière bleue dans le visage comme ça, clairement tes yeux puis ton corps n'a pas compris, parce que le corps humain ne comprend pas qu'on est devant un téléphone cellulaire, n'a pas compris que la lumière du soleil, il n'y en avait plus, puis que c'est rendu à l'heure d'aller optimiser la qualité du sommeil et aller se coucher. Fait que c'est plus ça qui va se passer, on va avoir une surstimulation toujours. Oui, la dopamine, comme tu as dit. Je pense que c'est le pire, honnêtement, là, de toujours être stimulé par tous les environnements, puis etc., etc. Mais au niveau de ton œil, c'est là qu'il va se passer quelque chose qu'on ne veut pas qu'il se passe. On veut vraiment que le corps comprenne que, OK, quand on regarde dehors, c'est rendu l'heure de se coucher, on va se coucher. 100%. Puis des fois, juste une petite réalisation facile, moi, que j'ai en discussion des fois avec des femmes, c'est, tu
tu sais, avant que l'heure, les cadrans arrivent, tu sais, avant qu'on ait un certain contrôle, mettons, sur le moment où on se lève, où on se couche, avant, l'être humain servait justement, tu sais, du soleil, dans le sens où quand le soleil se levait, c'était le moment de se lever, quand le soleil se couchait, ou du moins la luminosité baissait, c'était le moment de tomber dans un état plus de calme, de repos. Mais là, avec les cadrans, avec les téléphones, avec la lumière, juste la lumière des maisons aussi, ça a un énorme impact. Fait que des fois, juste imaginez votre cellulaire, c'est comme si vous ayez justement quelque chose de super stimulant, mais votre corps, c'est dur après ça de se mettre dans un état justement de relaxation parce que vous mettez pas l'environnement pour créer un peu cette... C'est ça, exact. Si on se fie à dehors, comme tu le dis bien, ça va de façon progressive. Tu sais, on perd de la luminosité de plus en plus. Tu peux pas passer de tout à rien, puis puis m'en me coucher, tu sais, ça fonctionnera pas, là. Ben, ça fonctionnera pas. Du moins, ça sera pas optimal. Il y a des gens qui sont capables de lâcher leur écran sans dormir tout de suite, là. Mais est-ce que ça veut dire que tu as le meilleur sommeil récupérateur que tu pourrais avoir? J'en doute. 100% ça, on en voit souvent aussi des femmes qui sont comme non mais moi c'est correct. Ça me dérange pas. T'sais, moi ça me dérange pas, je dors pareil. Je suis comme oui mais essaye de. Tu sais moi c'était moi je suis une fille qui s'endort extrêmement rapidement. Là. J'ai toujours été de même, j'étais bébé 30 secondes dans l'auto c'était fait. Puis avant justement j'étais sur les réseaux sociaux, je répondais à des messages de clients avant de me coucher. Puis j'étais comme mais non ça me dérange pas, tu sais 30 secondes après je dors quand même. Mais quand j'ai fait le avant après de l'essayer, c'est fou les résultats justement qu'on voit. Fait que je suis comme je suis l'exemple que justement ça fonctionne. Je vous le jure, essayez-le, ça vaut la peine justement. Puis il y a un beau parallèle à faire aussi en lien avec la gestion de stress parce que c'est un gros facteur qui peut affecter justement le sommeil. Qu'est-ce qui fait que justement la gestion de tout ce qui est cortisol, stress, anxiété, charge mentale, ça va être une priorité avant de commencer justement dans les protocoles complexes d'alimentation puis d'entraînement? Comme je le disais tantôt, tu as besoin d'avoir une belle gestion de stress pour être capable d'arriver à tes fins au niveau de ta santé, parce que sinon, au fil des années, plus en plus vous allez vieillir, plus en plus vous allez nuire à votre santé, puis ça aura des impacts négatifs. Le stress, ça a des impacts monumentaux sur la santé générale, sur l'atteinte des objectifs, puis sur tout ça. Fait que c'est sûr que ça doit être une priorité. Maintenant, comment tu peux faire pour avoir une meilleure gestion de stress? J'imagine que c'était ta question. Je divise, pour rendre ça le plus simple possible, le stress en 3 volets. Le volet psychologique, le volet physiologique et le volet physique. Donc, le volet psychologique, c'est pas toujours quelque chose nécessairement qu'on a besoin de travailler. Puis pourquoi je l'ai divisé de cette façon-là? C'est parce que souvent, ma clientèle arrivait et me disait « Ouais, mais je suis pas stressée, j'ai rien qui me stresse dans ma vie, moi. » Ça peut arriver, honnêtement, on a des petits stresseurs, mais je veux dire, ça peut arriver des gens qui sont quand même au diapason, que ça va bien dans leur travail, dans leur couple, dans leur relation, puis au niveau psychologique, ils n'ont rien à travailler. Les gens ont tendance à penser que le stress, c'est comment tu vas au niveau psychologique. Est-ce que dans ta vie, ça va bien? Si ça va bien, pourquoi je serais stressée? Je suis pas stressée, moi. Mais c'est pas ça, le stress, là. La réponse au stress, ça se fait dans plusieurs volets. Si t'es blessé, ton corps est stressé. Si ta digestion va pas bien, ton corps est stressé. Si au niveau de ta santé générale, ça va pas top, ça crée un stresseur à ton corps. Fait que oui, il y a le volet psychologique, c'est important de l'aborder, c'est important de le travailler, mais au-delà de ça, il faut s'assurer que tout notre corps est prédisposé à avoir une belle gestion de lui-même. Puis là, pour l'optimiser, mais ça dépend. On est dans quelle sphère? Si on est dans le volet psychologique, je vais aller travailler la problématique avec la personne ou je vais référer à un professionnel qui travaille beaucoup plus l'aspect psychologique. Si on est d'ordre général, OK, moi, je suis un tempérament anxieux et stressé, j'ai besoin de travailler mon stress, bien là, je vais essayer de travailler la méditation, la cohérence cardiaque, le yoga. Donc, des choses qui vont aller prédisposer les gens à être plus calmes. Là, le bémol que je dis toujours ici, c'est que je vois des suggestions, puis je veux pas, c'est pas un jugement que je fais là, c'est vraiment juste mon opinion personnelle. Par exemple, quelqu'un pourrait dire, OK, mais quand vous voulez gérer votre stress, faites du yoga. Moi, c'est super important de mentionner que ça se peut que ça te stresse, toi, faire du yoga, tu sais, c'est bien correct. Je veux juste que tu trouves qu'est-ce qui te fait du bien à toi, qu'est-ce qui fait en sorte que tu relâches ton stress. Fait que jamais tu vas m'entendre dire, va faire du yoga ou va faire de la cohérence cardiaque, ça va vraiment t'aider. Quoique cohérence cardiaque, c'est pas mal un must pour tout le monde, mais va faire de la méditation. Moi, je suis pas capable, honnêtement, de m'asseoir dans une salle de yoga chaud. J'aimerais vraiment ça. Puis je le dis souvent, mais si je suis dans une salle de yoga, je vais le faire, le cours, là, mais je suis stressée parce que je trouve le monde donc bien zen autour de moi. Je suis comme, comment ils font pour être zen de même? Moi, je suis zéro de même. Comment je vais faire pour être de même? Ça me stresse. Tu comprends? Fait que trouver quelque chose qui vous fait du bien. Moi, c'est marcher dehors, écouter mes podcasts, écouter ta musique, puis juste comme regarder l'environnement, puis pas regarder mon téléphone, tu sais. J'ai de la musique, oui, mais je suis pas en train de regarder à répondre à un message. Je regarde genre, OK, les arbres, si, ça. Ça me calme, ça me repose. Faire de la moto l'été, ça me fait du bien. Mais qu'est-ce qui vous fait du bien vraiment à vous, qui vous permet de relâcher? On a tout quelque chose. Il suffit d'avoir envie et de prendre action, soit prendre du temps avec nous-mêmes, pas avec nos enfants, notre couple, nos amis, avec nous-mêmes pour être capable de trouver vraiment ce qu'on aime. Puis là, on va aller vraiment grandement aider à notre gestion de stress. Et quand on est dans le physiologique puis dans le physique,
À ce moment-là, on travaille la problématique. Si c'est digestif, on travaille au niveau digestif. Si c'est au niveau de la santé générale, on travaille au niveau de la santé générale, etc. Mm-hmm. Parce que dans le volet, tu sais, là, on a couvert le volet plus psychologique, mais dans le volet physiologique, ça pourrait être quoi les causes, les stresseurs? Des maladies, là, on peut pas travailler là-dessus, mais il faut savoir que ça stresse quand même un corps, les auto-immunes ou les maladies. Bon, une gestion d'insuline qui n'est pas optimisée, une alimentation qui n'est pas saine. C'est pour ça que je dis qu'on va quand même aller travailler l'alimentation au sens où je vais jamais encourager les gens à manger des aliments transformés 3 fois par jour puis consommer des sucres raffinés 12 fois par jour. Là. C'est pas mon discours ou mon message. Fait que oui, ça aura un impact aussi sur ta santé, sur le stress de ton corps. Ce que tu mets dans ton corps, c'est comment ton corps va réagir, tu sais. Fait que oui, ça va le stresser. La digestion, donc quand tu as des inconforts digestifs, soit au niveau du haut ou du bas de la digestion, ça aura un impact sur ton stress. Si tu n'évacues pas tes selles, si tu as des reflux tout le temps, si tu es toujours ballonné, c'est stressant pour ton système. Ton système cherche toujours à aller s'optimiser, à aller mieux. Donc, clairement, s'il va pas bien, il réagit, là, il essaie de se défendre, tu sais. Mm-hmm. Fait que t'es tout le temps dans un, comme on parlait, fight or flight. Toujours en train d'essayer de régler la situation, puis t'essaies de régler le problème le plus important. Généralement, c'est ce qui se passe en dedans de toi, là, tu sais. Mm-hmm. Puis en termes de tout ce qui est digestion, parce que c'est une autre sphère aussi qui était prioritaire, pour toi, une digestion dite là, normale, on s'arrête que ça dépend du cycle menstruel de la femme, de où est-ce qu'elle est dans son cycle, mais de façon générale, c'est quoi des indicateurs d'une digestion normale? Une digestion normale, c'est une digestion qui va bien. Okay? Donc, on évacue nos selles à tous les jours, 1 fois par jour au minimum. On peut dépasser 1 fois par jour. Des fois, j'ai des femmes inquiètes de faire 3 ou 4 selles par jour, il n'y a pas de problème. Puis je sais que je parle de selles, puis des gens sont toujours comme surpris, mais pour nous, là, les professionnels de la santé, c'est clairement un des outils les plus intéressants de parler des selles des gens. T'sais. Fait que j'en parle vraiment ouvertement avec le plus... Maintenant, là, des fois, j'étais un peu mal à l'aise dans les podcasts. Je sais pas que je vais parler de vos caca, mais là, c'est super important. Puis comprenez-le que c'est important, vous aussi, d'avoir des selles qui sont optimales. T'sais. Fait qu'une selle par jour, au minimum, on peut aller à 3-4. En fait, si on était dans un monde parfait et idéal, là, ce qu'on n'est pas avec notre société actuelle parce qu'elle est vraiment beaucoup axée sur la consommation et sur le stress. Mais si on était dans une société peut-être un peu plus calme, on évacuerait nos selles quand ça va bien à chaque fin de repas. Donc, si on mange 4 fois, on irait 4 fois à la selle. On ne se rendra pas là maintenant. Là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est normal d'être plus qu'une fois. L'équivalent d'un avant-bras par jour serait la quantité idéale, si je peux dire, en termes de longueur. De ne pas avoir de reflux, de ne pas avoir de brûlement, de ne pas avoir de ballonnement. Donc là, maintenant, comme tu as dit, il y a des nuances. Au sens où quand on est en SPM, il va y avoir les selles vont souvent être plus constipées. Là. On va avoir plus de constipation, puis au moment où les règles arrivent, bon, ça va s'évacuer. C'est normal au sens où il y a une perturbation au niveau de l'estrogène et de la progestérone qui crée ce mouvement-là chez plusieurs femmes. Il ne faut pas s'en inquiéter nécessairement. Là. Si le reste va bien, ça va bien. T'sais. Fait que oui, il y a des perturbations qui vont arriver au travers le cycle hormonal, mais si on se fie à un one fit all de comment ça va au niveau digestif, c'est vraiment, on évacue nos selles à tous les jours, pas de reflux, pas de brûlement, pas de ballonnement, puis on se sent bien de façon générale dans l'espace ventre qu'on a juste ici. 100%. Puis des fois aussi, c'est plus vaste que juste qu'est-ce qu'on mange, mais ça va être le contexte dans lequel on mange. J'ai eu beaucoup de clientes aussi que j'étais juste comme, au lieu de changer ce que tu vas manger dans ta composition, parce que souvent, ils vont dire ce qu'ils mangent, puis tout est beau tout le temps, mais après ça, la réalité, c'est un autre sort, mais ça, c'est un autre sujet. Il y a le contexte aussi, dans le sens que si tu manges debout à ton bureau, super stressé en 3 bouchées, tu sais, de prendre le temps de manger aussi, ça, je pense que c'est quelque chose qui est super important, tant au niveau des ballonnements, parce que ça reste que si ta digestion à 90% du temps va bien, mais qu'à chaque fois que tu as un repas qui est pris comme sur le coin d'une table rapidement, mais c'est sûr que ça va impacter ton processus digestif. Là. Ah ouais, moi, c'est prioritaire l'alimentation en pleine conscience, qu'on appelle de manger en pleine conscience. Il y a dans la plupart de mes conseils au niveau de ma clientèle, il y a une boîte à téléphone cellulaire que je fais mettre quand ce sont des familles. Donc, on met la boîte là. Pour le dodo, ça va dans la boîte. Tous les cellulaires vont là. Puis pour le repas, tous les téléphones vont là. Parce que tout le monde scroll, regarde la télé ou quelque chose. On n'est pas en pleine conscience. Donc, l'alimentation en pleine conscience, la mastication, l'alimentation intuitive, quand on est rendu là aussi, c'est intéressant parce qu'on essaie d'écouter plus notre corps. Ça se gère mieux que si on se sent obligé de consommer des choses. Donc, tout ça, c'est des choses de base, encore une fois, qui coûtent rien, qui sont intéressantes à aller travailler et optimiser. Puis on voit un très bon changement de façon générale sur l'aspect qu'on est en train de travailler. Puis pourquoi la boîte à téléphone, exactement? Parce que les gens, c'est un outil que j'ai essayé au début, ça fait quelques années quand même, puis qui fonctionnait super bien. Les gens, mettons, on parle d'une famille, je veux dire typique, là, on n'est pas typique, là, mais bon, les parents, 2 enfants qui sont préados, qui ont un téléphone ou qui ont quelque chose là, d'électronique, parce qu'on est dans une société où les enfants ont des choses électroniques quand même relativement rapidement. Là, tout le monde va arriver à l'heure du repas, même si on s'assoit ici, puis on prend le temps de manger, puis on est assis,
il va y avoir des scroll-down, là. Et tout le monde va regarder, puis un téléphone qui sonne, j'ai un message texte qui est rentré, OK, mais moi, j'avais un jeu, je vais finir mon jeu. Fait qu'au final, t'es pas en train de manger en pleine conscience, t'es pas en train de profiter, t'es surtout pas en train d'échanger, puis d'améliorer ta santé mentale. Parce que quand t'échanges, tu communiques, t'apprends à parler, ta santé mentale se porte mieux. Quand tu nommes tes difficultés, tu nommes tes victoires, ta santé mentale se porte mieux. Fait que tu travailles ta santé mentale, ton alimentation en pleine conscience, tu optimises ta digestion, tu prends le temps de mastiquer, tu prends le temps de rire, tu prends le temps de t'amuser. Tout ça, ça a un pouvoir phénoménal sur ta santé générale, tu sais. Fait que pour moi, les téléphones, pendant qu'on mange, c'est non. Les télés aussi, les ordi aussi. Puis, quand on dort, bien évidemment, on essaie de ne pas l'avoir. Fait que, tu sais, cette boîte-là, elle suit les gens dans le moment du repas et dans le moment du dodo. Puis j'imagine que tu conseilles de commencer progressivement aussi, là, dans le sens que, tu sais, quelqu'un qui le fait pas du tout, du jour au lendemain, de le faire à ses 3 repas, puis au soir, des fois, c'est... Tout est question de progression. Tu me connais un peu quand même, mais tout est question de un outil à la fois dans le bac à outils, une petite chose à la fois. Si on veut réussir à avoir des acquis, réussir à les maintenir, ces objectifs-là, si on change tout, parce que là, on est jour 1 de la nouvelle année, puis là, toute notre vie change. Je veux pas être négative, mais moi, de par mon expérience, dans 3 semaines, 1 mois, 2 mois, c'est plus acquis ça, là. On a perdu nos habitudes, on les maintient pas sur le long terme, puis ce qu'on veut au final, c'est maintenir des objectifs sur le long terme, puis que ça reste là. Fait qu'effectivement, un repas à la fois, mais on les prend vite goût, pour vrai, dès qu'on arrive à vraiment communiquer, parce qu'on est dans un ère de non-communication, là, mais maintenant, dès qu'on arrive à vraiment communiquer puis échanger, on a envie de continuer ça, puis ça devient facile, tu sais, c'est pas non plus 6 heures de repas, là. Fait que c'est juste un petit moment où on laisse ça de côté. Mais oui, effectivement, tout est question de, tu sais, là, je donne plein de petits conseils, là, je m'attends pas, puis j'espère que vous allez pas vous dire, OK, j'ai écouté le podcast, je change tout, tu sais. Une chose à la fois, ça va vraiment vous permettre de vous sentir bien au travers de vos changements, puis de maintenir pour le restant de vos jours ces petits changements-là. 100%. Puis moi, je suis un peu quelqu'un d'extrémiste dans le sens que quand j'écoute quelque chose, je suis comme, oh mon Dieu, tu sais, je veux tout faire. Souvent, moi, je me fais une liste, puis là, j'en cible 1 ou 2. Puis je suis comme, OK, moi, 1, ça va être juste ces 2-là. Bonne idée. Puis vous allez progressivement. Un petit truc pour les gens extrémistes comme moi qui nous écoutent, qui sont comme, oh mon Dieu, mon mode de vie, ça va plus, là. Allez-y, une chose à la fois. Puis c'est vraiment là, je pense, le secret de, justement, sur 1 an, tu sais, tout ce qu'on est capable d'intégrer. Parce que quand on fait tout du jour au lendemain, puis qu'après 6 semaines, on fait plus rien, ben, tu sais, en bout de ligne, sur 1 an, on n'a rien de nouveau qui a été intégré. Outre le volet, justement, processus justement de la prise de repas en termes de digestion, parce que je pense que c'est une grosse problématique pour les femmes de façon générale. Y a-tu autre chose que tu regardes avec elles? J'imagine que oui, là, mais... Bien, la base. OK, là-dessus, oui, il existe des suppléments, puis c'est probablement l'endroit où j'ai utilisé le plus la supplémentation, parce que souvent, on a besoin d'avoir, par exemple, un bon apport en fibres, c'est très intéressant pour aller améliorer la santé générale du système digestif, puis aller améliorer l'évacuation des selles pour s'assurer de ne pas être constipé. Chez la femme, on voit beaucoup la constipation, un peu moins la diarrhée, si je fais une généralité. Donc oui, l'apport en fibres, ça va m'arriver d'utiliser un supplément de complexe de fibres pour être capable de m'assurer d'avoir une bonne digestion. Fait que si j'ai à dire un moment ou un endroit où j'utilise plus les suppléments, c'est vraiment là-dedans. Mais au-delà de la supplémentation, comme je l'ai dit, là, la mastication, là, on suggère que chaque bouchée soit mastiquée 20 à 22 fois. Là, je comprends que c'est pas réaliste, puis personne va faire ça 20 à 22 fois. Je l'ai déjà essayé, j'ai trouvé ça vraiment long. J'étais comme, Seigneur, tu sais, 22 mastications par petite bouchée, c'est long. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a besoin de mastiquer beaucoup plus que ce qu'on fait de façon générale. Puis ça a un impact très important sur comment va la santé du système digestif. Donc oui, la mastication, l'alimentation en pleine conscience, une consommation de fibres qui est suffisante et l'alimentation, là, doit entrer en ligne de compte. Donc, aliments transformés, sucres raffinés, un peu de chacun des macronutriments, c'est-à-dire protéines, lipides, glucides, pas couper à aucun groupe. On a besoin de tout ça pour avoir un beau melting pot de santé puis être capable d'évacuer nos selles de façon efficace. Bonne consommation de végétaux, 50% cru, 50% cuit. Souvent, ça va être ma suggestion, là, pas tout dans le cru. On essaie de varier le plus possible. Puis la supplémentation, besoin pour aller régler la problématique ou du moins optimiser la problématique, puis après ça, on retire une fois que c'est bien acquis puis que le corps bien commencé à évacuer ses selles. Mm-hmm. Je pense que justement, les suppléments, c'est quelque chose qui a été, tu sais, comme pas surutilisé, mais dans certains cas surutilisé, mais ça reste quelque chose de très bon pour justement donner un petit coup de pouce justement au corps. Justement, on parlait des films, tu sais, il y a beaucoup de femmes que ça aide beaucoup parce que quand on regarde les recommandations de mémoire, c'est entre 20 à 25 grammes à 30, ouais. De fibres par jour. Puis là, quand tu regardes ta consommation réelle, quand tu le calcules, t'es comme, oh mon Dieu, OK, je suis très loin. Pas si facile. Ouais, c'est pas si facile. Y a-tu, outre le volet de la consommation, mettons, en supplémentation, y a-tu des aliments en particulier que tu recommandes? Bien, je vais utiliser beaucoup le lin, le chia, parce que
qu'on va aller optimiser beaucoup le transit de cette façon-là. Quand on a des troubles digestifs, je vais utiliser beaucoup les prébio aussi. Donc, on a les probiotiques qui sont connus en termes de suppléments. Là, j'utilise pas vraiment les probio, moi, dans ma vie. J'utilise plus des prébiotiques qui vont aller favoriser la formation de bonnes bactéries pour aller optimiser le système digestif. Donc, dans les prébiotiques, on a du kéfir, on a des légumes fermentés, de la choucroute, du kimchi, plusieurs aliments gauche à droite là, qui vont aller vraiment prédisposer à améliorer la santé digestive. Donc, oui, j'utilise ça. Ça fait partie de mes recommandations au niveau alimentaire, même avant d'aller dans la supplémentation. Puis, comme tu l'as dit, oui, ça a été surutilisé. J'ai une compagnie de suppléments, comme tu l'as dit, d'entrée de jeu tantôt. Puis, malgré ça, c'est vraiment pas ma première recommandation. Ma première recommandation, c'est de prendre le temps de se grounder à nous-mêmes, de faire ce qu'on est capable de faire en tant que notre propre santé, nos propres changements. Mais je peux pas passer à côté que oui, ça peut être une belle aide, oui, ça peut être une grande aide, mais après tout ce que je vous ai donné comme suggestion, c'est pas je commence à vouloir optimiser mon système digestif, mon sommeil ou peu importe, puis je me bourre de suppléments. Qu'est-ce que tu peux faire comme changement avant pour voir si tu as besoin de ça ou si tu n'en as pas besoin? 100%, parce qu'il y en a des fois, j'ai l'impression qu'ils l'utilisent sans nécessairement pour pas faire les efforts, mais tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent optimiser dans leur mode de vie, dans le sens que même si tu prends une supplémentation pour ton sommeil, mais que ta chambre est pas optimale, que tu es sur ton téléphone avant de te coucher, que tu travailles jusqu'à tard, tu sais, il y a plein de choses que t'as pas de routine, ton cycle est pas régulier non plus. Il y a tellement de choses à optimiser justement avant, mais effectivement que des fois, ça peut donner un bon coup de pouce aussi, surtout dans des périodes où on est plus stressé, ou des fois, on n'a pas tout le temps nécessairement le contrôle sur le facteur qui nous nuit en tant que tel. Ça peut être un beau c'est une super aide. C'est juste qu'il ne faut pas la prendre comme béquille à toute l'atteinte de résultats qu'on va avoir ou peu importe ce qu'on cherche à optimiser. Donc, ça l'aide dans les moments difficiles, ça l'aide quand on a tout utilisé, qu'est-ce qu'on pouvait utiliser, ça l'aide quand c'est pas réaliste d'aller travailler certaines sphères, mais c'est pas ce qui va changer ta vie si tu crées pas un autre changement dans ton mode de vie, tout simplement. 100%. Puis justement, en termes de tout ce qui est produits digestifs, il y a les probiotiques, prébiotiques, fibres. Y a-t-il une raison en particulier pour lesquelles on utiliserait chacun d'eux? Je sais que vous en avez aussi avec NIH. Les fibres, on veut aller améliorer le transit. Donc, généralement, c'est quand on a une constipation que les gens vont avoir tendance à consommer une bonne quantité de fibres. Mais pour la santé générale, c'est important et c'est intéressant aussi. Pour les prébiotiques, là, ça va dépendre. C'est dur pour moi de donner et pour les probio et pour les probio surtout, de donner une ligne directrice précise parce que c'est très large, les probiotiques, tu sais. Ça va servir autant au niveau du haut de la digestion. Quand je parle de haut de la digestion, je parle de reflux, brûlement, que du bas au niveau du côlon, aller travailler l'évacuation des selles, aller stopper ou améliorer tout ce qui est diarrhée ou autre. Mais ça va servir à d'autres possibilités. C'est un inventaire de solutions et de résultats, la probiotique. Puis c'est pas vraiment quelque chose avec lequel je travaille. Je préfère y aller avec des aliments, avec des choses qui sont là devant nous, qu'on a accès. Les prébio, vont aller améliorer la santé digestive générale, tu sais, fait qu'on va vraiment aller améliorer notre santé, notre production de bactéries, donc on a besoin de bonnes bactéries au travers de notre système, c'est ce qui va aller optimiser notre système digestif de façon générale. Puis une autre thématique un peu, là, on a parlé de tout ce qui est volet, tu sais, sommeil, stress, digestion, on a touché un petit peu à l'alimentation, mais c'est tellement un sujet vaste que honnêtement, je pense qu'on n'embarquera pas là-dedans tout de suite. Tu sais, tout ce qui est aussi santé hormonale, tu sais, ça, je pense que c'est une thématique qui touche beaucoup de femmes. En termes de santé hormonale, on entend beaucoup aussi des femmes qui sont comme « Ah, moi, j'ai les hormones, tu sais, débalancées » ou « Tu sais, j'ai un problème hormonal. » Tu veux-tu nous en parler un peu? C'est quoi ton expertise là-dessus? Qu'est-ce que tu as vu dans le cours de ta pratique? C'est vrai qu'il y a de plus en plus de problématiques. C'est pas les hormones débalancées qui se passent, là, mais au niveau hormonal, au sens où on va avoir beaucoup d'anovulation, donc les gens qui n'ont pas d'ovulation. On va avoir beaucoup plus de syndrome des ovaires polykystiques qui se développe. On va avoir beaucoup plus de SPM intense, de règles qui ne sont pas présentes. Bref, on a beaucoup de problématiques au niveau hormonal qu'on voit de plus en plus. Pourquoi? C'est pas parce que les hormones sont débalancées puis que toi, tu as un trouble au niveau hormonal. C'est parce qu'on est dans une société qui est de plus en plus stressante. On n'est pas il y a 100 ans, 200 ans, où le cycles hormonaux était probablement plus optimal qu'aujourd'hui, tu sais. La solution, puis c'est plate parce qu'elle est facile, là, c'est tant mieux, mais je veux dire, les gens cherchent souvent la difficulté, le pourquoi du comment. Là, la solution d'avoir un meilleur système, pour la plupart, là, je ne suis pas en train de parler des problématiques, ça existe, des problématiques, mais pour la majorité des gens, avoir une réponse au niveau du système hormonal, c'est une gestion de stress qui est optimisée. Pas plus compliqué que ça. Donc, si tu prends le temps d'optimiser ton mode de vie,
c'est ce qu'on fait, tu sais. Quand les cycles hormonaux reviennent, quand l'ovulation vient optimale, quand une personne qui a un PCOS tombe enceinte, moi, j'ai moi-même un syndrome du ovaire polycystique, j'ai 2 enfants, ça ne m'a pas empêché, mais j'ai dû optimiser mon mode de vie peut-être plus que la personne qui est 100% jamais avec une problématique au niveau hormonal, tu sais. Mais qu'est-ce que je devais optimiser? Ma gestion de stress, mon bon sommeil, mon alimentation, prendre du temps pour moi, me reposer, tout simplement. Fait que c'est pas d'essayer d'aller jouer sur l'estrogène, comme on peut voir des fois à travers la supplémentation ou autre. Les gens veulent couper leur estrogène. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux enlever? Il y a des facteurs environnementaux, là, bien évidemment. Là, le plastique, les produits, bon, tout ça, ça peut avoir un impact. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est d'optimiser la gestion de stress, de prendre du temps pour vous, d'adresser ton mode de vie, puis bang, vous allez voir, dans la majorité des cas, comme je dis, ça existe, des problématiques, mais une amélioration non négligeable par rapport à vos cycles. Parce qu'on voit souvent justement des femmes qui ont l'impression qu'ils ont un problème avec le niveau hormonal, mais que sur leur prise de sang, justement, il n'y a rien d'alarmant. Fait qu'à ce moment-là, ça serait justement de regarder plus le volet, tu sais, gestion de stress. Puis quand on parle de stress, j'imagine ça fait un pont avec les 3 sphères de stress, autant en termes psychologiques. Oh, bien même. Fait que si on adresse notre mode de vie, là, tout ce qu'on peut faire de nous-mêmes, il est adressé. Fait que tout ce qu'on peut aller optimiser au niveau de nos conditions, notre cycle hormonal, notre santé générale, une réponse de diabète, du pré-diabète, peu importe, si on prend le temps de travailler, gestion de stress, sommeil, digestion, santé générale, alimentation, on a fait du moins tout ce qu'on pouvait faire. Mais on voit des énormes résultats à comment on se sent mieux puis comment on est mieux de façon générale. Quand tu mentionnais justement tantôt que la société est de plus en plus stressante, là, on s'entend que ça, c'est un problème de société. On peut pas... c'est pas nous deux aujourd'hui dans le local qui vont complètement tout changer. Néanmoins, qu'est-ce que tu as observé, soit avec tes clientes ou avec toi, qui t'ont aidé à faire pas la coupure, mais justement à te détacher un peu de cette pression de performance-là, d'être tout le temps dans la consommation? On est vraiment dans une société de consommation. Est-ce que je peux dire que je suis détachée de ça? Non, là, c'est mon métier, c'est ton métier, tu sais, c'est dur à répondre. C'est un travail constant pour moi, honnêtement, parce que je suis une fille extrêmement performante. Je travaille et je carbure à la performance, pour être bien honnête. Mais, tu sais, je trouve que c'est triste qu'on soit rendu dans une société comme ça. Fait que je pense que ça m'aide à créer un détachement. Quand je vois les gens groundés, parce qu'il y en a de plus en plus, pour vrai, tu l'as dit entre les deux tantôt, là, tu sais, je pense que c'est par rapport à l'alimentation, peu importe. Non, la perte de poids, les diètes restrictives. Je trouve qu'on est dans un ère de vie où il y a peut-être 3-4 ans, ça fait toi aussi le même temps, un peu moins, mais quand même quelques années, tu es dans le milieu. C'était beaucoup la perte de poids, la diète, l'intensité, le paraître, est-ce qu'on avait l'air, l'argent. Bon, bref, c'était beaucoup dans la consommation, dans la société très comme performante. Puis là, je vois un mouvement, c'est peut-être moi qui rêve, là, mais un mouvement qui est plus groundé. J'ai de plus en plus de monde, tu sais, que je peux suivre, qui sont groundés, qui ont déménagé, qui se promènent nu-pieds, qui arrêtent le maquillage. J'ai vu ton contenu hier, justement, mais tu sais, qui se remet à la source, à la base, puis qui prennent du temps pour eux, puis qui se ressentent, puis qui comprennent que les diètes restrictives, c'est non, puis que notre corps, on l'accepte, on est dans la normalité, un poids normal, ça existe. Bon, bref, tout ça... Je le vois de plus en plus. Puis moi, j'ai envie de faire partie de ce mouvement-là. On me parlait tantôt avant d'entrer en podcast, mais tu sais, comme c'est une partie des choix que j'ai fait au niveau de mes compagnies aussi, tu sais, de mettre le volet marketing agressif de côté, de laisser ça de côté, de me grounder avec moi-même, d'aligner à mes valeurs, d'aller selon mes propres valeurs, en croyant honnêtement que ça va fonctionner parce que je suis moi-même, puis parce que j'envoie plein d'amour aux gens. Fait que j'essaie vraiment de m'en aller vers cette tangente-là. Comme je le dis, c'est pas chose facile, puis je pense que c'est pas facile pour personne. On est né là-dedans, vous savez, puis on est d'une génération qui a empiré d'année en année au fil des années qu'on a vieilli. Puis je parle du genre 25-40 ans, 45 même, là. Tu sais, il y a eu même 50, là. Ça l'empire de plus en plus, tu sais. Fait que ça devient difficile, mais je pense que c'est important de le faire. Puis je pense que c'est en le faisant, je sais que c'est pas toi puis moi qui va changer, là, mais c'est en le faisant, tous et chacune, petit peu par petit peu, qu'on va vraiment créer un changement, que ça va être mieux pour le futur, pour tout le monde aussi. Puis je pense que ça change aussi cette espèce d'éveil-là, ou du moins, ou de clarté. On dirait que ça s'amène de plusieurs façons, dans le sens où il y a des gens, tu sais, qui vont le vivre un peu plus graduellement. Tu sais, je pense que c'est ce que j'ai cru entendre un peu dans ton discours, dans le sens que, tu sais, de ton côté, c'est plus des
comme sporadiquement, mettons, des petites choses qui t'amenaient à réaliser ça. Moi, j'ai perdu mon sel en voyage pendant 3 semaines. Tranche de vie 101, là, tu sais, j'étais allée faire une randonnée comme dans la jungle, puis il y avait des chutes d'eau, c'était magnifique. Puis, fallait traverser une rivière, puis j'avais mon sel comme dans ma poche, puis fouille-moi pourquoi, il est tombé dans la rivière. Puis tout le long de mon voyage, j'étais avec une amie, fait que j'étais comme, mes parents savent, tu sais, mon chum savait, tout le monde savait que j'étais encore en vie. Puis j'ai perdu mon sel, puis là, c'est à ce moment-là que j'ai comme réalisé, j'avais pas de téléphone, mais toutes mes amies avaient des téléphones, puis je voulais pas être la fatigante qui emprunte le téléphone du monde pour parler, tu sais, à son monde. Fait que j'étais comme, tu sais, je vais utiliser cet exercice-là, ça doit être la vie, tu sais, qui m'envoie un signe. Puis à ce moment-là, je me suis comme détachée de mon téléphone pendant 3 semaines complètes. Puis j'ai fait « Oh! » C'est bon! Oh! Mais il y a des choses. Puis tu sais, j'avais le gym dans ce temps-là. On avait une équipe. J'avais du monde qui comptait sur moi. Il y avait des affaires qui arrivaient. Puis j'étais juste inaccessible. Puis j'étais comme, dans le fond, il n'y a personne qui est mort, tu sais. Ouais, exact. Il n'y a personne qui est mort. Puis tout le monde va bien. Puis il y a ce moment-là. Puis comment je me sentais à ce moment-là. J'étais comme, OK, ça, il faut que j'aille le rechercher justement au quotidien. Puis des fois, tu sais, j'ai écouté beaucoup de gens qui sont allés en voyage, tu sais, que ce soit dans d'autres pays, puis qui ont eu cette espèce d'éveil-là, justement, mais dans le fond, tu sais, que ce soit au Québec ou en Amérique du Nord, en général, on a une façon de penser, mais il y en existe plein. Exact. Ça veut pas dire que c'est la seule façon aussi, puis des fois, sans nécessairement de changer je suis dans un esprit de consommation, justement, je vais me promener dans la jungle nu-pied tous les jours. Mais tu sais, il y a une espèce de cadran ou de balance aussi à faire entre les deux. Puis je pense que c'est vraiment ça qui fait qu'on devient, tu sais, des meilleurs humains, puis on est mieux aussi dans notre indice de bien-être. On a parlé beaucoup aujourd'hui. Il est mieux de jour en jour. Totalement. C'est exactement ce que je prône et que j'espère qu'on fasse. Là. Oui, il faut des petites révélations à gauche, à droite. Et moi, elles sont plus petites, mais j'en ai aussi, tu sais. Fait que c'est super. C'est exactement ce qu'on devrait tous essayer de travailler, je pense, pour avoir une meilleure société, mais surtout un meilleur nous. Une meilleure évolution de nous-mêmes. Tu sais. Changement qui part de soi. Fait qu'on ne va pas changer la société, mais nous, on peut changer. Fait que merci beaucoup, Mélo, pour ton temps. Je sais que tu es une femme très, très occupée. Fait que j'apprécie énormément que tu aies pris le temps de te dépasser et de venir nous jaser. J'aimerais ça, avant de quitter, que tu nous parles un peu de tes projets, parce que tu es une fille de projet. Justement, on a justement les suppléments. En fait, ta gamme de suppléments qui va rentrer au studio. Fait que pour toutes les femmes qui nous écoutent, veux-tu nous parler un peu de ce projet-là? Comment que... Oui, ça partit de AAT. Donc, je peux partir de AAT. Je suis, comme tu as dit tantôt, copropriétaire d'une école de naturopathie et de formation, institut de formation pour les entraîneurs, etc., qui existe depuis 2014, excusez. Puis depuis longtemps, Mathieu et moi, qui est mon partenaire, on parle d'avoir une ligne de suppléments pour vraiment aller aider les gens dans les problématiques du quotidien. Donc, la supplémentation, là, c'est pas nous qui l'avons inventé, ça existe depuis longtemps, mais beaucoup axé sur la performance. Donc, c'est des protéines, des BCAA, des EAA. Bon, nous, on voulait avoir quelque chose qui est axé sur la santé générale. Donc, justement, la gestion de stress, meilleure concentration, optimisation du sommeil, meilleure digestion, comment se sentir bien au niveau de notre santé générale. Puis ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on l'aborde. Je sentais pas, au fil des années, que c'était le moment. Je ne me sentais pas au diapason sur lancer une ligne de suppléments parce que je ne voyais pas la société, justement, on a parlé, ça tombe bien, prête à créer ça, avoir envie d'être en santé générale. Je voyais les gens avoir envie d'être dans la performance. C'est exactement avec le sujet qu'on avait, mais bon, c'est vraiment notre discours qu'on a eu. Puis là, j'ai senti que c'était le moment d'aller lancer la ligne de suppléments par rapport à la santé générale. Donc, c'est le projet sur lequel on est depuis récemment. Il existe depuis... pas encore un an, là, 8-9 mois, ça va super bien. On est vraiment contents, ça se passe bien. On est en train de développer des nouveaux produits. On a déjà une quinzaine sur le marché. Donc, mes projets, principalement, c'est AAT, qui était mon école de naturopathie. Aider les clientes, moi aussi. Donc, avec NutriSanté MCB, qui est vraiment et en ligne et en personne, des suivis personnalisés pour être capable d'aider un peu comme tu fais. AAT, puis NIH, excuse-moi. J'ai des volets, tu sais, comme tu me connais, là, moi, je drive au changement, à la nouveauté, c'est ce qui m'allume, ce qui m'anime. Donc, j'ai des projets qui sont hors mon domaine parce que j'ai envie d'aller développer des nouveaux aspects, par exemple, l'immobilier, des chalets locatifs. Donc, c'est vraiment... J'ai appris à comprendre et à accepter. Puis ça, je pense que c'est intéressant de le dire aussi pour clore tout ça, que moi, j'étais une intense. Puis pas nécessairement, j'avais pas besoin de devenir une personne zen hippie, entre guillemets. Tu sais, j'avais pas besoin de devenir hyper calme et posée pour être une personne en équilibre. Mais de comprendre que dans mon intensité, j'avais besoin d'être intense dans le repos aussi. Donc, tu sais, vraiment, j'y vais all-in dans mes projets parce que c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me fait du bien, c'est ce qui procure du bien-être. Sinon, je vais faire de l'auto-sabotage à gauche ou à droite. Mais quand c'est le moment de me reposer, c'est le moment de me reposer. Donc, tu sais, on n'a pas besoin d'avoir une formule magique de comment on fait pour être en équilibre. On a juste besoin de trouver notre propre équilibre. Puis d'apprendre à se connaître, je pense, au Exact, de s'accepter puis d'apprendre à se connaître. 100%. Merci beaucoup, Mélo. Merci.